Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce point de presse opérationnel du 6 avril 2020, durant lequel on va faire un point de situation sur l'épidémiologie, dispositifs sanitaires, ainsi qu'un bilan après un week-end ensoleillé dans toute la Suisse. Je suis accompagné par le médecin cantonal, le docteur Karim Boubaker, et par le chef de l'état-major cantonal de conduite, monsieur Denis Froidevaux. Pour démarrer ces présentations, je passe la parole au docteur Boubaker. Voilà, merci infiniment. Concernant la situation épidémiologique, on voit qu'on est toujours dans une tendance à la hausse du nombre de cas. On atteint plus de 4000 cas après le week-end de personnes qui ont été dépistées positives pour ce coronavirus. Donc, on est encore dans ce qu'on appelle, nous, une pente ascendante de l'épidémie. Tous les chiffres sont plus ou moins en augmentation. On le voit avec sur ce tableau le chiffre des décès qui augmente également. On est à près de 150 décès dans le canton qui peuvent être attribués au coronavirus. Un autre point, mais on le verra tout à l'heure, par rapport aux hospitalisations. Donc là, on est également dans une situation plutôt cette fois de stabilisation. On a parlé depuis maintenant quelques jours de cette espèce de plateau des hospitalisations. Je pense que c'est important que maintenant, avec une semaine de recul, on puisse confirmer que notre système de santé est toujours protégé. Ce qu'on voit que sur ce tableau, par rapport aux personnes sorties de l'hôpital, c'est une des questions qui est toujours un peu sur le bout des lèvres, parce que c'est une question qui est importante en termes de surcharge du système de santé. Pourquoi on donne plus ce chiffre? C'est-à-dire que ce chiffre est devenu peu fiable vis-à-vis du nombre de personnes qui commencent à transiter d'un hôpital à l'autre. Je m'explique. Afin de soulager certains hôpitaux, on fait des transferts de patients, et puis qui sont considérés pour certains hôpitaux comme des sorties, mais pour d'autres comme des entrées. Donc on fait très très attention, et donner ce chiffre de sortie d'hôpital devient plus compliqué en termes de qualité des données. C'est pour ça que sur notre tableau, vous voyez qu'on a enlevé ce chiffre. Concernant les cas, alors on voit, c'est important quand même de continuer à montrer cette courbe, parce que cette courbe montre toujours que la proportion de personnes testées positives d'une manière cumulée à ce jour, en tout cas hier, montre que dans les tests positifs, on est encore dans une grande majorité dans des personnes de moins de 65 ans. Ce à quoi on s'attend, bien évidemment, cette épidémie touche toute la population, mais c'est important de le montrer par rapport aux mesures qu'on demande, mesures d'éloignement social et mesures de confinement. Ça reste des mesures importantes, bien évidemment, à nos yeux, et voilà. Sur la dia suivante, c'est le fameux plateau des hospitalisations. Donc, c'est important également comme message. De notre côté, on voit que notre système de santé assume actuellement plus de 300, on est bientôt à 400 hospitalisations en tout, avec les soins intensifs, mais que ces deux courbes, finalement, se sont stabilisées. C'est une bonne nouvelle par rapport à nos soins intensifs, parce que ça veut dire que même si c'est une charge importante, plus de 76 personnes, presque 80 personnes dans nos différents soins intensifs qui bénéficient souvent d'aide de respirateurs, c'est une charge de travail importante, puis surtout c'est une charge émotionnelle importante également pour les familles, mais on voit que finalement ces courbes restent stables, ce qui pour nous est encourageant, parce que ça veut dire qu'on peut commencer à se préparer à faire fonctionner notre système de manière peut-être un tout petit peu plus, je dirais, pas souple, mais en tout cas protéger également notre personnel qui était très actif ces derniers temps. Sur la dia suivante,
j'ai rappelé finalement cette question des décès, cette question des décès cumulés. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on est à plus de 140, bientôt 150 décès, 147 décès dans le canton. On voit que la part entre les décès à l'hôpital avec le rose clair et les décès hors de l'hôpital reste à peu près à 50-50%, un tout petit peu plus de décès en dehors de l'hôpital. La part la plus importante de ces décès cumulés est en établissements médico-sociaux, parce que beaucoup de gens se posent cette question actuellement. Sur la suivante, on est toujours dans les décès par cette fois classe d'âge, où on voit que les décès touchent principalement des gens de plus de 75 ans et des personnes entre 65 et 75 ans. On a un nombre quand même de personnes en dessous de 64 ans qui décèdent. Ce sont généralement des personnes avec d'importantes complications préexistantes, mais il peut arriver qu'une personne sans complications puisse décéder de cette maladie. On l'a vu ailleurs dans le monde. Dernière diapositive qui est toujours aussi importante pour nous, on a la somme des cas et on fait cette répartition par classe d'âge et on voit que finalement sur cette somme des cas, on voit les classes d'âge évoluer en fonction du nombre de cas confirmés, du nombre de cas hospitalisés aux soins intensifs. C'est toujours bien de rappeler que près de la moitié des personnes qui sont aux soins intensifs ont moins de 65 ans et une partie de ces personnes, hein, entre 30 et 40% de ces personnes qui sont aux soins intensifs et qui ont moins de 65 ans n'ont pas de facteur de risque. Donc c'est une maladie qui amène encore des gens aux soins intensifs et ça les gens doivent l'entendre par rapport aux mesures d'éloignement social dont on parle quotidiennement maintenant. Par rapport au décès, je crois qu'on vient d'en parler. C'est important de voir toujours cette grande différence. Cette maladie touche vraiment les familles de personnes âgées. Et c'est toujours pour nous important de rappeler à quel point ces situations sont difficiles. Dans les contextes dans lesquels elles se passent, c'est difficile. Donc, toute notre sympathie pour les familles, c'est toujours quelque chose d'important pour nous. Voilà. Merci au docteur Boubaker. Pour la suite des points de situation et du bilan, je passe la parole à Denis Froidevaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Au niveau des moyens engagés durant ce week-end de grand beau temps, vous avez les chiffres ici qui sont relativement stables, avec évidemment deux axes d'activité principale. Le premier, c'est le soutien au système de santé, en particulier par rapport aux lieux de soins communautaires, mais aussi hospitaliers, pour les 849 membres de la protection civile et les 104 soldats sanitaires. Et puis évidemment, les moyens policiers qui ont été engagés pour contrôler, faire appliquer les mesures énoncées par le médecin cantonal tout à l'heure, qu'on n'arrête pas de répéter ces mesures d'éloignement social, cette interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes. Il en résulte les dénonciations et amendes d'ordre qui figurent sur ce slide, à savoir depuis samedi matin jusqu'à ce matin à 7 heures, 284 amendes d'ordre et 32 dénonciations au ministère public. On assiste globalement, on a assisté globalement à un week-end que je dirais, que je qualifierais de réussi par rapport à l'application des mesures d'éloignement et d'interdiction de rassemblement. Globalement, l'immense majorité de la population a joué le jeu. Il faut ici la remercier pour sa compréhension et pour sa conscientisation de l'objectif poursuivi par ces mesures de distanciation. On assiste aussi à un ripage, si j'ose dire, un décalage des activités de balade, de sortie, etc., vers l'arrière-pays, ailleurs que dans les zones urbanisées. On a assisté à un certain nombre de difficultés au bord du lac de Joux, au bord du lac de Neuchâtel. Les lieux, évidemment, de villégiature en forêt, pâturage sont pris d'assaut. En soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir une dispersion, si j'ose dire, plus importante de la population qui fait ses balades, mais il faut quand même bien le dire. Il faut, même si on est au bord d'un lac, même si on est sur un chemin forestier, respecter les distances de sécurité de 2 mètres, ne pas se rassembler à plus de 5 personnes, et puis évidemment respecter l'environnement dans lequel on se trouve, parce que c'est aussi quelque chose d'important, que la pression sur la nature et sur le milieu naturel
ne soit pas trop forte en matière de déchets, en matière de dommages sur les massifs floraux, dans les vignes, etc. Donc là aussi, on en appelle à chacun à faire preuve de civisme et de responsabilité. Tous ces déplacements ont fait l'objet évidemment d'un certain nombre de contrôles effectués par la police, que ce soit par des radars mobiles ou semi-stationnaires. Et on s'aperçoit qu'on a eu 53 dénonciations sur 1477 véhicules contrôlés, ce qui veut dire 3,4%, ce qui veut dire à peu près dans la norme habituelle de ce type de contrôle. Donc il n'y a pas, disons, de manière trop manifeste un relâchement par rapport à la discipline routière, mais il faut que chacun sache que ces contrôles vont continuer et que ce n'est pas porte ouverte au comportement dangereux sur la route, loin s'en faut. Nous avons aussi ce week-end mis en place ce nouveau dispositif de prévention auprès des jeunes qui a été assuré avec beaucoup de volontarisme, de brio, par des élèves de la Haute École de Travail Social et de la Santé, par des joueurs du LHC et du Lausanne Sport. Ils ont mené ces actions de prévention tout le samedi après-midi sur le bassin lémanique avec pour objectif, comme on le voit sur cette photo, de rappeler les consignes de prévention de l'OFSP, les distanciations, le nombre de personnes et l'hygiène des mains. En chiffres, ça veut dire que nous avons approché plus de 59 groupes, bon, bien évidemment aussi des familles, qu'on a rencontré plus de 230 personnes et que dans le fond, l'immense majorité des personnes rencontrées se comportaient correctement, même si certains groupes de jeunes ont dû faire l'objet d'abord de la mesure de prévention et parfois malheureusement d'une action de répression par une dénonciation. On va reconduire ce dispositif le week-end prochain. On est en train de l'affiner, de le compléter, de l'améliorer parce que c'était une expérience test. Et on va vraiment le week-end prochain faire un effort principal le samedi, le dimanche, mais aussi le vendredi saint, puisqu'on sera dans le week-end pascal, pour faire en sorte de vraiment essayer de ne pas hypothéquer les efforts qui ont été faits depuis maintenant près de 3 semaines et demie par un week-end où il y aurait un relâchement. Au niveau des bénévoles, donc on a plus de 1000 personnes inscrites, on a déjà pu en engager 121. On a encore 844 bénévoles qui restent disponibles. Et donc, il faut que celles et ceux qui en ont besoin n'hésitent pas à déposer une demande sur le site Internet Covid-19 VD dans la rubrique bénévoles et demande d'appui. On fera tout ce qu'on peut pour soutenir ceci. Et je rappelle également l'appel qui avait été lancé il y a déjà de ça environ une semaine, puis répété vendredi dernier. C'est aussi l'appel aux dons pour des sociétés, des organisations qui disposeraient de matériel de protection médicale, matériel de soins, que ce soit solutions hydroalcooliques, lunettes, surblouses. N'hésitez pas à faire des dons de ce matériel. On a besoin de chaque pièce dans le dispositif sanitaire actuellement. Voilà ce que je voulais dire. Donc un bilan positif au terme de ce week-end au vu des conditions météo exceptionnelles qui sont celles qu'on a connues et qu'on connaît et qu'on connaîtra encore dans la semaine à venir, ce qui m'amène encore une fois de plus à rappeler la consigne de l'OFSP, rester à la maison, même par beau temps, essayer de faire des balades de proximité, de ne pas faire des déplacements de longue durée et de longue distance, c'est inutile. Et comme ça, les choses se passeront du mieux qu'elles peuvent par rapport à ces mesures de distanciation. Merci beaucoup. Merci au chef EMCC pour ce bilan du week-end. Nous passons maintenant à la partie questions. Je commencerai par les questions dans la salle, s'il y en a. Il faut juste attendre que votre micro s'allume. Bonjour, une question à M. Froidevaux. Combien de gilets rouges, je vais les appeler ainsi, puisqu'ils sont distinctifs? Rose. Rose. Jean-Christophe, on avait combien de personnes engagées? Alors, on avait 6 équipes de 2 plus 6 joueurs du LHC et du Lausanne Sport pour le week-end qui couvraient tout le bassin lémanique depuis Villeneuve jusqu'à Nyon et puis une équipe au Nord-Vaudois. Et on va voir en fonction du nombre de bénévoles qui seront disponibles et du nombre d'étudiants de la Haute École de Travail Social et de Santé pour pouvoir voir si on peut augmenter ce nombre. Mais ça, c'est les effectifs qu'on avait à disposition pour le samedi après-midi avec des actions qui ont été menées en fonction des chiffres qui vous ont été présentés.
Encore une question, est-ce que les chiffres justement présentés d'amendes données ce week-end, qui sont plutôt stables, voire un peu moindres que le week-end dernier, ne sont pas un peu faussés par le fait que vous ayez fait beaucoup de prévention auprès de ces groupes de jeunes? Alors certainement, puis si c'est le cas, tant mieux, puisque le but, ça serait d'arriver à 0 amende et 0 dénonciation, hein. C'est clair que si on peut agir que par la prévention, on le ferait. Je doute que ça suffise parce qu'il y a certains groupes où malheureusement, il n'y a que la sanction qui permet de régler le problème et de faire appliquer ces normes. Mais plus on aura de prévention, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, moins on aura de répression. On a séparé les lieux aussi où on était présent. Avec la prévention, on était surtout sur les lieux de rassemblement des jeunes, puisque c'est le public visé, hein, que ce soit les adolescents ou des jeunes adultes. Et là, on voit que si ces jeunes connaissent parfaitement les consignes, pour avoir discuté avec eux, on se rend compte qu'ils les maîtrisent. Ils ne les appliquent pas forcément, ils gardent leurs habitudes de jouer, de s'entraîner ensemble, de faire du sport ensemble, sans forcément respecter ces consignes du nombre maximum de personnes et des distances sociales. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire rappeler ce message. Et c'était l'objectif, c'était les jeunes qui parlent aux jeunes. Il y a peut-être d'autres questions? Oui. Pour M. Boubaker, par rapport aux décès, maintenant il y a la moitié des décès qui sont hors hôpitaux. Une grande partie, c'est dans les EMS, je ne sais pas exactement les proportions. Et puis, ça se passe où? À domicile, autrement, les autres décès? Alors oui, une minorité de ces décès qui se passent à l'extérieur, on parle de quelques situations, hein, se passent principalement à domicile, oui. On continue à mourir, je dirais, normalement dans ce canton. Je crois qu'on doit parler de la mort. On en parle beaucoup dans le cadre des établissements médico-sociaux et des hôpitaux. Mais c'est vrai que certaines personnes décèdent dans leur logement avec... là, en l'occurrence, le coronavirus. Je rappelle que généralement, c'est le souhait de la personne, hein. On respecte autant que faire se peut le souhait des personnes. Si quelqu'un veut rester à domicile pour sa fin de vie et être entouré des siens, c'est une chose qui est vraiment respectable. Je vais peut-être juste rebondir sur une question qui vient de nous être posée en direct par rapport à la problématique du décès. Suffit-il que le patient décédé ait été positif au coronavirus pour le comptabiliser en tant que tel, ou est-ce qu'un patient décédé qui présentait d'autres pathologies pourrait ne pas apparaître dans cette statistique? Est-ce que les critères sont les mêmes pour tous les cantons? Alors, c'est une excellente question. La question de comment on définit un décès. Entre épidémiologues, on a tendance à parler de personnes qui décèdent avec ou du coronavirus. C'est vrai que certaines personnes ont des maladies préexistantes qui font qu'avec un coronavirus, elles peuvent décéder peut-être plus vite, et d'autres personnes décèdent vraiment d'une pathologie associée au coronavirus, généralement une pathologie respiratoire. On essaye dans nos statistiques de différencier les choses, mais c'est très très difficile. Nous, ce que nous publions, ce sont généralement des décès ou d'une personne qui a été à un moment donné identifiée avec le coronavirus. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, une autre question pour M. Froidevaux. Prévoyez-vous de plus contrôler les régions sur les hauts plateaux dans la période de Pâques? On parlait justement de ces lieux en dehors des zones urbaines. Oui. Je prends l'exemple, enfin c'est pas en haut plateau, mais c'est disons, une partie autre que le centre urbain de Lausanne et sa région. On va mettre en place un dispositif de contrôle dans la région du bord du lac de Neuchâtel en collaboration avec la police cantonale fribourgeoise. La police vaudoise est en train de faire un concept parce que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés ce week-end dans le secteur de la commune de Vuille-les-Lacs où manifestement une grande partie des visiteurs étaient, pour ne pas les citer, bernois, et il y avait une sensibilité un petit peu différente à l'application des normes au FSP, ce qui a posé passablement de difficultés dans les lieux de villégiature qu'on connaît dans cette région, de Vuille-les-Lacs, Chevroux, etc. Et donc on va mettre au point un dispositif concerté avec nos collègues fribourgeois pour rappeler ces règles et puis, cas échéant, agir de façon à les faire respecter et appliquer. Donc on voit que le dispositif va devoir s'étendre sur les différents secteurs du canton pour gérer ces difficultés. Merci. Encore un complément d'information que je peux vous donner par rapport aux contrôles radars qui ont été effectués avec les radars mobiles.
C'est des contrôles qui ont été extrêmement ciblés, principalement sur les routes fréquentées par en partie les motocyclistes. Suite à des plaintes, que ce soit des communes ou des particuliers. On était par exemple sur les axes pour la vallée, que ce soit Arzier, Lemuy, Gingin, et sur les communes de l'Abeille et du Chenil. Et dans ce cadre-là, sur l'entier des contrôles et les chiffres qui ont été fixés, qui ont été présentés tout à l'heure, la vitesse la plus élevée sur un secteur à 80 km/h était 131. Il n'y a pas eu de cas via Sikura, mais tout de même 8 personnes qui vont certainement faire l'objet d'un retrait de permis de conduire. Donc voilà encore les chiffres par rapport au contrôle. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ce n'est pas le cas dans la salle. On n'a rien reçu non plus en ligne. Un complément encore de la part de nos deux orateurs. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie et je mets un terme à ce point presse. La prochaine conférence de presse sera demain avec la présence de la présidente de la Confédération et une délégation du Conseil d'État menée par la présidente du Conseil d'État vaudois. Merci, bon après-midi et prenez soin de vous.